Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, chers frères et sœurs, bonjour. Steve Ilaou, président du mouvement Gabon en Action pour la Liberté. Par ailleurs, ancien candidat déclaré à l'élection présidentielle du 12 avril dernier dans notre pays. Je me dois de reprendre la parole ce matin, de reprendre le discours que nous avons rendu hier devant les médias par le simple fait que plusieurs d'entre vous aviez constaté que celui-ci n'était pas allé en entièreté sur les réseaux sociaux. Il a été donc coupé, morcelé. Aussi, la principale chaîne de télévision qui a été conviée, la première chaîne gabonaise, n'a pas pu diffuser cet élément pour des raisons, pour une raison ou une autre. Il m'appartient donc de mieux vous édifier sur ce qui a été véritablement fait et dit. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, au nom du mouvement Gabon en Action que j'ai l'honneur de représenter, je m'adresse à vous aujourd'hui, animé par un profond sens du devoir et une conscience vive des défis cruciaux que traverse notre pays de Gabon. Ce message intervient près de 2 mois après l'élection présidentielle du 12 avril dernier, dans un contexte aussi délicat que déterminant. De l'exil de la famille Ali Bongo Ondimba, en passant par les nouvelles conditions imposées pour la création du parti politique en République gabonaise, et plus récemment, la décision de la Cour internationale de justice concernant le différend territorial qui nous oppose à la République sœur de Guinée équatoriale. Avant tout, je tiens à exprimer notre reconnaissance sincère à l'ensemble de nos membres, sympathisants et à toutes celles et ceux, connus ou anonymes, qui nous soutiennent sans relâche. Vos encouragements sont notre moteur et nous ne vous décevrons jamais. Notre combat est clair. Œuvrer pour une liberté pleine et entière du peuple gabonais, affranchi des chaînes de l'impérialisme, en particulier celui qui continue de représenter la France dans notre pays. Car tant que nous resterons sous tutelle étrangère, notre avenir restera compromis. Mes chers compatriotes, le peuple gabonais s'est exprimé dans les urnes et M. Brice Clotaire Oligui a été élu, proclamé président avec un score sans précédent. Mais au-delà des chiffres, c'est le modèle de gouvernance que nous interrogeons. La nouvelle constitution créée unilatéralement concentre aujourd'hui entre les mains d'un seul homme des pouvoirs colossaux. Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, donc Premier ministre, chef suprême des armées, chef de la magistrature suprême. C'est trop. Quand on sait que notre histoire africaine nous apprend que cette concentration des pouvoirs est rarement le socle d'un État démocratique. Trop souvent, elle annonce l'installation insidieuse d'un pouvoir autoritaire. Nous ne remettons pas en cause la légitimité du président de la République élu, mais nous l'interpellons aujourd'hui et solennellement devant Dieu et devant nos ancêtres pour qu'il incarne une gouvernance humble, éclairée, ouverte à la critique et soucieuse des souffrances du peuple gabonais. Le Gabon mérite une véritable rupture avec le passé, pas une continuité déguisée. Monsieur le Président de la République, notre peuple est à bout de souffle. 60 années d'un système figé ont laissé des cicatrices profondes. Nous ne pouvons plus
accepter que les mêmes figures, les mêmes pratiques soient recyclées au nom d'un changement qui, dans les faits, peine à se matérialiser. Vous avez promis des institutions fortes. Mais qu'est-ce qu'une institution forte si elle n'est pas au service du citoyen? Que vaut cette force institutionnelle si les Gabonais n'ont pas accès à des soins de qualité, s'ils peinent à se nourrir, si plus de 60% des Gabonais vivent sous le seuil de pauvreté et de précarité, si notre économie dépend toujours de l'endettement, si nos ressources naturelles ne profitent pas aux entreprises locales, si nos ressources naturelles justement ne profitent pas aux ressources locales, mais que vaut ces institutions fortes? Oui, Monsieur le Président, une institution est véritablement forte lorsqu'elle défend notre souveraineté, qu'elle soit territoriale, économique, militaire, culturelle, financière et monétaire et même technologique. Pas lorsqu'elle cède en silence aux dictats extérieurs, notamment de ceux hérités des accords coloniaux. Aujourd'hui encore, l'injustice frappe à nos portes. En à peine 2 mois seulement de la prestation de serment du nouveau président, les Gabonais ont assisté impuissants à la libération de l'ancienne première dame et de son fils, acteurs clés des dérives du régime précédent, tandis que Kelly Ondo Obiang, qui a risqué sa vie pour dénoncer ces abus, reste encore derrière les barreaux. Où est la justice dans ce cas? Où est la cohérence ici, Monsieur le Président? Pourquoi une justice à géométrie variable? Le peuple gabonais exige et continuera d'exiger la libération immédiate et sans condition du lieutenant Kelly Ondo et de ses compagnons. Mes chers compatriotes, peuple gabonais, un autre sujet de préoccupation majeure est celui des îles du Golfe de Guinée. La décision récente de la Cour internationale de justice attribuant ces îles à la Guinée équatoriale nous heurte profondément. Depuis le sommet de 1974 à Malabo jusqu'aux conventions de 1900, ces îles ont toujours été considérées comme faisant partie intégrante du Gabon. Et pourtant, aujourd'hui, malgré l'évidence historique, géographique et juridique, elles nous échappent. Pourquoi devrions-nous accepter cette perte sans livrer bataille sur le terrain diplomatique? La Guinée équatoriale ne cède rien. Pourquoi devrions-nous tout perdre? Nous ne voulons ni rupture, ni confrontation avec la Guinée. Nous plaidons pour la sagesse, pour une diplomatie de dignité. En outre, il est essentiel de se souvenir du contexte historique qui lie nos 2 nations. Le Gabon et la Guinée équatoriale sont 2 pays africains voisins qui partagent des similitudes culturelles, linguistiques. Il est donc peu sage pour eux d'entrer dans un conflit prolongé sur les ressources qui ont jusqu'à présent profité principalement qu'à la République française. Pour une meilleure souveraineté sur nos îles, qui sont riches en gisements de pétrole, nous proposons les mesures suivantes. 1. Une révision des accords coloniaux avec les puissances coloniales, qui ont transformé nos ressources naturelles en leurs biens. Ce n'est qu'après cette révision que nos peuples respectifs pourront pleinement profiter des avantages de l'exploitation de ces ressources. 2. Résoudre les conflits en revenant sur notre approche africaine. Notre approche africaine, bien sûr. Ainsi, il est impératif
pour les deux nations sœurs de retourner à la table de négociation. 3. Une répartition des ressources naturelles des 3 îles basées sur leur proximité géographique. C'est-à-dire que nous devrons ensemble exploiter ces ressources, mais la condition serait que la Guinée équatoriale nous cède nos terres de Mongomo et de Bénin, pour ne citer que ça. Oui, pour le cas de notre pays, le Gabon, le premier combat devrait être celui de la lutte contre les accords coloniaux qui accordent à la France une pleine légitimité sur nos ressources naturelles. Le cas du Burkina Faso, du Niger et du Mali devrait faire école. Nous ne devions pas nous engager dans des conflits alors que le peuple gabonais ne reçoit que des miettes de leurs nombreuses richesses naturelles. Nous ne devons pas nous battre pour les intérêts des Français pendant que les Gabonais croupissent dans la misère, et ce, malgré l'exploitation depuis de nombreuses années de leurs nombreuses richesses, de leur pétrole sur plusieurs autres espaces sur le territoire national. Oui, nous évoquons justement la non-exportation du manganèse en état brut en 2029. Oui, Monsieur le Président, mais ces entreprises ne sont pas des entreprises gabonaises. Ce ne sont que des entreprises des nations étrangères. Il est donc temps de bâtir nos propres entreprises dans tous ces domaines pour pouvoir les transformer également sur place. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons avoir une économie prospère et chômage zéro chez nous. Je ne saurais clore ce chapitre du Mbagné offusqué par l'outrageante condescendance négrière de la Cour internationale de justice sans dire ces quelques mots. Cette institution à géométrie variable semble ne pas avoir pour objectif de rendre la justice aux peuples africains. Elle fonctionne principalement comme un outil au service des pays riches pour maintenir leur domination sur les nations plus pauvres, notamment les pays du continent africain. Conçu par les anciennes puissances coloniales, son rôle est de juger les dirigeants africains qui refusent de se conformer à leurs dictats, comme le démontre le cas de Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire, qui a été détenu pendant 8 interminables années sans qu'une solution soit appropriée ou trouvée pour le conflit inter-ivoirien. En revanche, quand il s'agit de personnalités telles que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, malgré des accusations sérieuses telles que le financement de sa campagne électorale avec les fonds provenant de la Libye, cet homme n'a jamais été écroué à la haie. De plus, il est évident que pour parvenir à ces conclusions, cette Cour ne s'est pas appuyée sur les discussions africaines concernant les différents territoriaux entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Elle s'est plutôt fondée sur les anciens accords de l'époque coloniale, établis entre l'Espagne et la France, colonisateurs respectifs du Gabon et de la Guinée équatoriale. Cette approche souligne la persistance des influences coloniales dans les décisions internationales qui affectent encore de nombreux pays africains aujourd'hui. En rendant son jugement sur la base des accords entre la France et l'Espagne, la Cour internationale de justice démontre malicieusement que la traite négrière, les massacres, les génocides, le pillage de l'Afrique par les colons revêt un caractère juridique. Mais quelle honte! Quelle honte! La Cour internationale de justice ne mérite plus. Elle ne mérite plus que nous lui accordons un quelconque crédit. Les Africains devront apprendre à résoudre leurs différends entre Africains, car l'on ne peut remettre en cause un traité fait
entre deux nations souveraines, comme la Guinée équatoriale et le Gabon, tout en saluant les affres de la colonisation. Mes chers compatriotes, mesdames, messieurs, l'heure est certes grave, mais elle n'est pas au désespoir. Ce qui semble aujourd'hui être une défaite pour le Gabon peut être avec courage et lucidité devenir un tournant historique, à condition que nous restions unis, fermes dans la stratégie de défense de notre souveraineté. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons conclure ce propos sans évoquer les nouvelles conditions pour la création des partis politiques en République gabonaise. Il est crucial de souligner que la nouvelle législation sur l'organisation des partis politiques dans notre nation suscite des préoccupations considérables. Elle émerge du récent code électoral qui est unanimement perçu comme une tentative pour affaiblir l'opposition gabonaise, favorisant ainsi un retour au monopartisme, donc au parti unique dans notre pays. Avec l'ancien parti unique PDG confronté à une vague de démissions qui pourrait réduire drastiquement ses effectifs avant les législatives prochaines, il apparaît que le seul parti à même de perdurer serait celui des bâtisseurs, des dirigeants actuels, dotés surtout des ressources étatiques. Il semble absurde d'exiger que chaque parti politique nouvelle créé ou pas rassemble 18 000 membres dans un pays où la population peine à atteindre les 2 millions d'habitants. C'est inadmissible. Historiquement, depuis l'émergence des premières formations politiques aux États-Unis dans les débuts du 19e siècle, il était évident que les partis politiques peuvent être nationaux, régionaux ou locaux. En conséquence, instaurer une telle exigence en termes de membres semble irréalisable, notamment pour des partis ayant des ambitions ciblées sur une région ou une circonscription spécifique. Un parti ne doit pas nécessairement se définir sur une échelle nationale pour être légitime. Le mouvement Gabon en action pour la liberté par ma voix propose un retour à l'ancienne réglementation permettant la création d'un parti politique avec 3000 signatures pour ce qui concerne les partis politiques locaux, régionaux. Nous suggérons justement que pour les partis nationaux, il y ait justement une création par 9000 membres, parce que le Gabon contient 9 provinces et chaque parti politique devrait avoir 1000 membres par province, ce qui lui ferait 9000 membres au total, lors de la signature justement de la création de ce parti. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, le Gabon n'est ni un terrain de jeu, ni un terrain d'expérimentation pour les puissances étrangères. Le Gabon est notre terre. Le Gabon est notre héritage. Il est notre responsabilité. Que le Dieu éternel, Nzambe Kana, Purudivad, Ivangabang, aide notre pays à faire face à ces nombreux défis, présents et futurs. Que vive le Gabon, libre, digne et souverain. Je vous remercie.